это Горбачев. Да благодаря ему у нас есть писахат. Ce qui surprend quand on arrive ici, au cœur de la zone interdite de Tchernobyl, c'est qu'on ne ressent rien. Je suis dans un endroit radioactif. Et oui, dans une période bien chelou de notre histoire, Gorbatchev faisait une pub pour Pizza Hut et Jean-Pierre Pernaut était un journaliste de terrain. Deux images à base de radioactivité et de Russie post-URSS ouvertes au marché qui nous amènent au sujet du jour, la série Tchernobyl. Tchernobyl est une mini-série anglo-américaine sortie en 2019 dont vous avez tous entendu parler je suppose. Elle a été créée par Craig Mazin, scénariste, réalisateur, producteur américain, qui jusque-là était surtout connu pour avoir écrit une flopée de films un peu concons, avec entre autres L'école des dragueurs et les deux derniers Very Bad Trip. Tous les trois réalisés par Todd Phillips, le réalisateur du Joker. Leur trajectoire est d'ailleurs très semblable, ils ont tous les deux réalisé des comédies plutôt légères avant de sortir leur grand film sérieux en 2019, avec de nombreuses récompenses à la clé. L'élection de Trump a pu leur donner envie d'exprimer autre chose. Allez savoir. Tchernobyl nous décrit en 5 épisodes d'1 heure la catastrophe de Tchernobyl en 1986, les dégâts, la gestion, le nettoyage et le procès. Si vous n'avez pas vu la série, attention, il va y avoir du divulgage. Tout d'abord, l'ambiance est impeccable. La mise en scène, l'étalonnage un peu terne et vert, les détails matériels, les fringues, la musique, l'ambiance sonore en général. On est très vite plongé dans une atmosphère anxiogène. On sent que chaque bouffée d'air, chaque objet touché est une horreur de plus qu'ils infligent à leur corps, et ça crée une tension très efficace dès le premier épisode. En plus, c'est une série particulièrement intéressante à voir en confinement. Il y a pas mal de parallèles à faire avec la situation actuelle et sur la gestion de crise en général. Est-ce qu'on a des réserves d'iode ? Quoi, le désinfectant? Non, des comprimés d'iode. Est-ce qu'on en a en réserve quelque part ? Des comprimés d'iode? Pourquoi on devrait en avoir? Ce n'est qu'un exemple, mais il y en a pas mal. Ça n'est pas notre sujet ici, mais il y a en tout cas beaucoup de scènes à décrypter. Et ça fait de la série un super objet d'analyse parce que la mise en scène est pleine de sens. Pour vous prendre un exemple, dans cette séquence, la série nous montre avec insistance une toile. Ivan le Terrible tue son fils, peint par Ilya Repin en 1885, et qui a été recadré pour l'occasion. La scène fait suite à une séquence où la femme du pompier fait toucher son ventre à son mari, alors mortellement irradié. Et c'est une image que la scientifique Romiuk, qui a été témoin de la scène, va reprendre plus tard alors que le bébé sera mort peu après sa naissance. Elle nous dit alors que le bébé aurait absorbé les radiations reçues par la mère. Pour le tableau donc, c'est l'image du père tuant son propre fils. Pour la femme du pompier, celle de la mère qui sacrifie son enfant. Elle-même métaphore, selon la scientifique, de l'État qui sacrifie son peuple. Et la scène qui suit en est une illustration concrète. Combien de morts, selon vous? Des milliers. Voire même des dizaines de milliers. Et même quand il n'y a pas de message caché, la mise en scène a du sens. Ce plan séquence par exemple, ça n'est pas une simple performance comme c'est souvent le cas ces dernières années, je trouve qu'elle se justifie parfaitement. On suit sans coupure les liquidateurs passer 90 secondes sur ce toit, on est avec eux, et ça permet de ressentir les secondes qui s'éternisent. J'ai trouvé le plan très réussi et la démarche assez noble. En plus, j'ai toujours adoré les fictions historiques. Elles permettent d'accumuler dans la culture populaire des images, des souvenirs, des affects sur des événements qui ne nous ont pas touchés directement. C'est d'autant plus percutant qu'on connaît a priori un peu de cette histoire. On est donc horrifié de voir leurs erreurs, leur lenteur et toute cette énergie déployée dans le vide. Il y a un énorme décalage entre la panique de ceux qui ont compris et le calme apparent de ceux qui refusent d'y croire. Et ça introduit une des principales raisons de cette catastrophe, un système hiérarchique à la fois incompétent, irresponsable et obséquieux. Chacun se décharge sur celui du dessous et s'emploie à rassurer celui du dessus. Il y a pas mal de scènes comme ici qui replacent le contexte de la guerre froide. En l'occurrence, alors qu'ils ne croient pas à ce moment-là à un accident grave, ils vont se cacher dans un bunker. Bunker qui a été bâti pour les protéger des bombes américaines, mais qui leur servira finalement à se protéger d'eux-mêmes. Faisons un bref rappel historique. Dès 1947, et pendant plus de 40 ans, se joue une course aux armements nucléaires entre les États-Unis et l'URSS. C'est dans ce contexte et après les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki que tout l'imaginaire et l'angoisse se cristallisent autour de l'apocalypse nucléaire. Le thème est alors devenu récurrent dans la culture et très représenté au cinéma, avec les fantasmes qu'elle renvoie. Le mal invisible, le temps arrêté, la zone interdite. Tchernobyl n'a fait qu'accentuer cette tendance. Des films, des documentaires, des jeux vidéo, des musiques, bref, énormément de références dans tous les pans de la culture sont inspirés de cet imaginaire, où ils font même directement référence. On est depuis sorti de la guerre froide, on est passé par le grand tournant libéral des années 80, initié par le duo Reagan-Thatcher. Et il s'est alors installé une idée, parfaitement illustrée par un slogan électoral de Margaret Thatcher, TINA, l'acronyme de There is no alternative, il n'y a pas d'alternative au libéralisme sous-entendu. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a aucune autre proposition. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative avec la réalité. Il n'y a pas d'autre choix. Une idée conceptualisée dans La fin de l'histoire et Le dernier homme de Francis Fukuyama, alors conseiller de l'administration Reagan. Un livre de 1992 qui nous dit en gros qu'avec la fin du communisme et la disparition des dictatures, un consensus sur la démocratie libérale va s'imposer et qu'une nouvelle ère de paix en serait engendrée.
La démocratie libérale devient ainsi, je cite, le point final de l'évolution idéologique de l'humanité. La fin de l'idéologie. Vous savez, malheureusement, la retraite, c'est pas de l'idéologie, c'est des faits, c'est des statistiques, c'est de la démographie, c'est de la mathématique d'une certaine manière. Comme ici, l'idéologie est toujours opposée aux choses vraies, aux faits. Mais allons chercher la définition la plus standard possible du mot idéologie. Selon Wikipédia, une idéologie est un système prédéfini d'idées à partir desquelles la réalité est analysée, par opposition à une connaissance intuitive de la réalité sensible perçue. Ce n'est donc pas comment on sent les choses, mais comment on les comprend, comment on les analyse, comment on les interprète, à partir de notre propre vision du monde. Qui peut se targuer en ayant compris ce principe d'être en dehors de l'idéologie? Ça n'est pas parce qu'elle n'est pas nommée ou qu'elle ne se réfère pas à un penseur en particulier comme avec le marxisme par exemple, qu'elle n'existe pas. Wikipédia encore. Une idéologie dominante est diffuse et omniprésente, mais généralement invisible pour celle ou celui qui la partage, du fait même que cette idéologie fonde la façon de voir le monde. Quand le conseiller de l'administration Reagan déclare la fin de l'évolution idéologique de l'humanité, cloisonnée dans la démocratie libérale, ça signifie dans le même temps la fin des opinions, la fin du mouvement des idées. Mais ça n'est que le fantasme des tenants du pouvoir politique et économique qui voudraient fermer la porte à clé derrière eux et en jeter la clé. Comme ce cher Geoffroy Roux de Bézieux l'a si bien exprimé tout à l'heure, on oppose toujours à l'idéologie, transformée en gros mots, les faits, la vérité. Et dans la série, le mot vérité est employé à de très nombreuses reprises. Toute la série est tournée autour de ce concept. Craig Mazin nous dit d'ailleurs dans ses interviews qu'il a insisté sur la notion de vérité pour faire un lien avec nos sociétés actuelles, et notamment sur les fake news. You are fake news. Il conclut même sa série sur ce message. Être un scientifique, c'est être naïf. Nous sommes tellement concentrés sur notre recherche de la vérité que nous ne voyons pas que bien peu de gens veulent réellement que nous la trouvions. Pourtant, elle est toujours là, quelque part, que nous la voyons ou non, que nous choisissions de la dire ou non. La vérité se moque de nos besoins et de nos désirs, elle se moque de nos gouvernements, de nos idéologies, de nos religions. Le problème du concept de vérité, c'est qu'il devient vite très bancal quand il se rapproche d'idées politiques, et il camoufle souvent des idéologies justement. Il sert de masque au discours politique. Vous me posez une question politique, je ne suis pas un homme politique. Non, je vous pose donc pas une question politique, répondre. ce n'est pas une question politique. Et ce rapport à la vérité m'a vite évoqué le concept de fin de l'idéologie. Il n'est pas surprenant de le retrouver dans une série qui a été produite juste après l'élection de Trump. Une période où les médias très décrédibilisés n'avaient su trouver comme réponse à ce fiasco que le thème des fake news. Je vous mets un exemple français, mais la réaction a été très similaire aux États-Unis. Qu'ont fait en réalité la plupart des journaux américains ces derniers mois? Eh bien, ils ont pris ce qui était dit par les candidats pour le confronter aux faits et à la réalité. Les sites internet conspirationnistes, les réseaux sociaux ont fait l'inverse de la presse. Et ce sont eux qui ont gagné. Oui, et c'est quand même fort de dire que la presse ne comprend pas le peuple juste parce qu'elle s'attache à déconstruire le monde simpliste, binaire proposé par les démagogues. Craig Mazin, dans une interview accordée à Slate, ne dit pas autre chose. J'ai déjà voté républicain, j'ai déjà voté démocrate. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles Hillary Clinton, que je soutenais, a eu du mal à convaincre, est justement qu'elle n'a pas assez raconté de ces histoires dont tout le monde semble avoir si besoin. Elle était intelligente, elle voulait faire des choses et elle pensait que ça suffirait. En gros, Hillary Clinton a perdu parce qu'elle n'a pas assez menti. Implicitement, Trump a été élu parce qu'il a menti. Et c'est bien là le concept de vérité utilisé en politique, c'est de dire le mensonge de l'autre. C'est un procédé rhétorique. Si je place mon concurrent du côté du mensonge, sans avoir à le dire, je me place du côté de la vérité. Et vice-versa bien sûr. Pendant le procès, Legasov termine son témoignage en nous disant que ce sont les mensonges qui ont créé la catastrophe. Professeur Legasov, si jamais vous voulez suggérer que l'État est d'une certaine façon responsable de ce qui s'est passé, je vous préviens que vous vous aventurez sur un terrain glissant. Je me suis déjà aventuré sur ce genre de terrain. Nous sommes en ce moment sur un terrain glissant, à cause de nos secrets et de nos mensonges. Ce sont pratiquement eux qui nous définissent. Voilà ce qui a fait exploser le cœur d'un réacteur RBMK. Nos mensonges. C'est une conclusion qui attribue entièrement la catastrophe aux mensonges soviétiques, alors qu'il passe un très long moment juste avant ça à décrire une hiérarchie et des techniciens enchaîner les conneries dramatiques. Chacun des membres du trio qu'on trouve au procès attend de ce test finalement raté sa promotion. Et ils poussent par là leurs techniciens à la faute. Si on peut suggérer que le mensonge était un problème particulièrement présent en URSS, je crois qu'on ne peut pas leur en imputer le monopole, ni des systèmes cheap et peu sécurisés, ni celui de la pression hiérarchique et des petits intérêts personnels. Derrière des concepts de vérité se cache une marque idéologique sur le soviétisme et le nucléaire en l'occurrence. Je vous remets une citation de Craig Mazin à propos de la série. Pour des millions de raisons, il n'y avait pas matière à une polémique anti-nucléaire. C'est anti-soviétique, anti-mensonge et pro-humain. Tchernobyl n'aurait pas pu arriver ailleurs. En fait, l'accident de Tchernobyl a
rapidement été classé comme accident soviétique. C'est impossible en Occident. Fukushima a balayé ce dogme. Si vous regardez la situation aujourd'hui, 30 ans après Tchernobyl, le lobby nucléaire a réussi à faire évoluer la réglementation au niveau international, européen, national, pour qu'en cas de nouvelle catastrophe, les dommages économiques et sanitaires soient vraiment à la charge des populations. Soit on accepte le nucléaire et donc il faut accepter toutes ses conséquences, ou alors on n'accepte pas le nucléaire. Mais le sujet du nucléaire est assez tabou, et notamment aux États-Unis, qui est le pays qui compte le plus de réacteurs au monde, juste devant les Français. Ce que je relève là, ce n'est pas seulement son point de vue, mais plutôt cette tendance, volontaire ou pas, à le masquer derrière le vrai, derrière la vérité scientifique des personnages principaux et derrière la vérité historique de cette fiction. Et un bon moyen de relever les marques idéologiques de la série, c'est d'observer les réécritures scénaristiques de l'histoire. Il y a déjà pas mal d'articles qui en font la liste, donc on ne va pas s'y mettre aussi. On va juste se concentrer sur les partis pris qu'on pourrait facilement retrouver dans d'autres films, ceux qui nous montrent un certain profil idéologique. Premièrement, dans la représentation caricaturale du héros. C'est la condensation des personnages, l'individualisation. Le personnage de la scientifique Romiuk a été inventé pour la série, et il n'était pas 2 mais des dizaines comme nous le dit un des cartons de fin. Et aucun de ces deux-là n'était au procès, qui selon les mots de Craig Mazin était plutôt ennuyeux. On comprend donc que pour simplifier le propos, il a condensé la force et le travail de multiples scientifiques en 2 personnages charismatiques. Mais cette démarche, même si elle peut se justifier pour un souci de compréhension, n'est pas dénuée de sens. À eux deux, ils résolvent la majeure partie des problèmes. Ils sont toujours du côté de la vérité. Et en face, il y a les représentations maléfiques du trio de la centrale, du KGB et d'une partie des politiques. Qu'on peut simplifier comme suit. Les scientifiques sont les héros du côté de la vérité, contre l'autre groupe des institutions étatiques qui sont du côté du mensonge. Vérité contre mensonge. Une fois terminé, nous aurons nos méchants, nous aurons notre héros, et nous aurons notre vérité. Et la caricature va jusqu'au héros christique qui se sacrifie sur la croix de la dette de mensonge. Tous les mensonges que nous disons accroissent notre dette envers elle. Et vous croyez que ces scientifiques sélectionnés pour assister à cette mascarade vont d'une certaine manière être incités à agir, par moi, à cause de quelques postures héroïques que j'ai prises contre l'État? Oui. Pourquoi? Parce que vous êtes Valérie Legasov et que vous êtes important. J'aimerais croire que ma parole pourrait avoir autant de poids que la vôtre. Mais je sais comment le monde fonctionne. Ils vont me crucifier, Romiuk. C'est par ailleurs sur eux que la série se termine. Vraiment tout l'épisode 5 est sur les héros, leur courage et les souffrances qu'ils vont subir. Legasov est détruit par le KGB et ira donc, comme on l'apprend dès le début de la série, jusqu'au suicide. Quant à Tcherbina, il décédera d'un cancer peu après. Vous allez me dire que c'est l'histoire, mais le réalisateur a choisi de mettre ces personnages en avant. De terminer sur ces deux-là avec un tour d'honneur de presque un épisode entier. N'y a-t-il que ceux qui dédient leur vie et la sacrifient à une cause qui méritent qu'on raconte leur histoire? Et pour répondre à cette question, on va évoquer le traitement historique du peuple. Dans la série, une réunion est organisée pour que les travailleurs se portent volontaires pour sauver la centrale d'une nouvelle explosion. Le duo de scientifiques leur prédit une mort en 1 semaine. Cette réunion pour trouver des volontaires à sacrifier n'a jamais existé. Ils ont juste désigné les hommes les plus adaptés à cette tâche. Tâche qui ne les aura d'ailleurs pas tués en 1 semaine puisque 2 d'entre eux sont en vie, tandis que Baranov est décédé en 2005, presque 20 ans après. Et Oleksiy Ananenko, un des plongeurs, après avoir vu la série, apporte un témoignage tout à fait éclairant sur cet événement. Je vous le cite. « Si je ne le faisais pas, il pourrait simplement me virer. Comment pourrais-je trouver un autre emploi après ça? C'était juste notre boulot. Qui applaudirait ça ?» Un autre exemple moins concret, mais important tout de même. Le comportement très vindicatif des mineurs en général, et plus particulièrement face aux ministres, a été jugé comme tout à fait impossible par des historiens. T'as pas le droit de nous parler comme ça. Toi, tu la fermes. Aucun travailleur n'aurait pu s'adresser comme ça à son ministre. Par respect en partie, et par peur bien sûr. Craig Mazin nous dit ceci dans une interview. L'URSS était un gouvernement affreux, mais le peuple était, et il l'est encore selon moi, admirable. Il y a donc dans toutes ces réécritures historiques, et ce ne sont ici que quelques exemples, la volonté de critiquer l'État soviétique et de rendre hommage à son peuple. Dit comme ça, la démarche paraît très positive. Mais pourquoi en rajouter à ce point? Je n'ai pas de doute sur le fait que ce peuple ait pu être admirable. Mais il a visiblement été différemment, à côté en tout cas de ce que la série suggère. L'héroïsme quotidien des gens qui dans leur travail ont simplement fait preuve de résilience n'est pas suffisant pour la série. Elle veut des héros extraordinaires, qui se sacrifient consciemment pour leur pays, qui bravent la peur, qui savent l'incompétence de leurs gouvernants et surtout leur fait savoir courageusement. Voilà des exigences qui limitent clairement les candidats. Et je me mets à la place de ceux qui sont nommés ou qui se sont reconnus dans la série, et qui n'ont peut-être pas toujours agi héroïquement ou pour la nation. Ça me semble assez insultant.
Le peuple qui n'entre pas dans les conditions et les normes de cette série est alors relégué à la fin sur un carton. À ce titre, le texte de fin est pour moi une affaire de choix. Il manque clairement des visages à ceux qu'il résume en chiffres et en mots. On fait du cinéma pour donner corps aux choses, pour donner une force affectante aux êtres, aux événements. Et je crois qu'un documentaire comme Le Sacrifice leur rend bien mieux hommage. Le témoignage d'un soldat qui a survécu 13 ans aux irradiations, ainsi que le témoignage de sa femme. В ноябре омертвела левая кисть, потом левая рука, а потом левая сторона, потом отнялись ноги, и все. У меня никто не знал, что делать со мной, короче, не давали ни связи, ничего. Получилось так, что падал, потом жонка говорит, садись в коляску. Ну, сел, а як сел, так и все. Ну так, считается 38. Можно дать и 60, какая разница. Я уже совсем смирился. Ну, подумаешь, там, ну, где-то что-то подстыл, может быть. Вот водителем работаешь, тебя просквозило. А это, оказывается, совсем другая болезнь. Полгода лежал он, а потом, ну, как можно выразиться, заживо человек разложился. Обрабатывала я сама, ну, то есть по рекомендации врача. Ходила к врачу, и она объясняла, как, что делать. Вот. Ну, вот так, пока не остановилось сердце. Ça me ressemblait bien de voir ce genre de séquence à la fin, qui fasse retomber le rythme effréné de la gestion de crise, et de finir juste sur les conséquences. Les conséquences humaines, dramatiques, mais éloignées des caméras, des jouissances de l'action, du sacrifice. Et toute cette image des héros maintient l'idée que les grands problèmes sont du ressort de quelques figures exceptionnelles. Mais si on montre qu'un groupe massif, même avec quelques connards, des fainéants, des imbéciles, a réuni ses humbles forces collectivement pour empêcher une catastrophe par exemple, est-ce que ça n'est pas un peu plus réaliste ? Prenons l'exemple actuel du coronavirus. Est-ce que c'est une grande figure quelconque qui nous sort de la crise, ou des masses de travailleurs, de la santé, de l'alimentaire et de tout ce qui nous est réapparu comme essentiel ? Il y a, je crois, avec les événements récents, un salutaire premier pas vers un renversement des valeurs. L'année 2019 a consacré un réalisateur que j'aime beaucoup, Bong Joon-ho. J'ai eu envie de revoir ses autres films, et en me repassant The Host en pleine écriture de cette chronique, j'ai réalisé que c'était un exemple particulièrement intéressant parce qu'on retrouvait les mêmes ingrédients que dans Tchernobyl, mais avec un point de vue idéologique très différent, voire opposé. Les héros sont des gens communs, un peu cons et pas toujours très sympas. Mais collectivement, malgré l'État qui fait n'importe quoi, ils arrivent à débloquer la situation. C'est un film incroyable. C'est drôle, tragique, joyeusement politique, et il y a du grand spectacle. On n'est pas sur le film social à la française qui laisse souvent un goût de défaite. Et ça a fait beaucoup d'entrées. Donc c'est possible. Peut-être qu'en observant les autres et leur façon différente de voir le monde, en faisant un effort et par un certain effet de miroir, on peut découvrir une partie de notre propre idéologie, en apprenant à entendre son propre discours. Sinon, c'est la trumpisation du monde. En dévoyant les mots et en rendant la vérité absurde, le confusionnisme le plus total s'installe. L'incapacité d'analyser pour ceux-là même qui ont engagé le processus, et c'est au bout du tunnel, l'autodestruction pure et simple. Alors il est peut-être temps de réfuter Tina et de penser une alternative.